Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui, dans un Pro Ciné Critique, j'ai décidé de poursuivre ma rétrospective Quentin Tarantino, en attendant évidemment son Once Upon a Time in Hollywood, et en vous parlant donc de son 7e film, en fait le 8e paru au cinéma, mais bon, comme Kill Bill volume 1 et 2 comptent pour un long métrage, celui-ci est son 7e film, Django Unchained, sorti en 2012, est son premier véritable western. Et oui, il a fallu attendre son 7e film pour que Tarantino ose enfin s'aventurer sur l'un de ses genres de prédilection, lui le grand amoureux de cinéma. Et on peut franchement voir ici qu'il a pris son temps et qu'il a bien fait de prendre son temps, puisqu'il a accouché d'une de ses œuvres les plus abouties, clairement, à la fois de façon esthétique et sur le plan de l'histoire, même si paradoxalement, c'est pas mon Tarantino préféré. Voilà, je lui préfère par exemple Inglourious Basterds, dont j'ai parlé il y a quelques semaines, les Pulp Fiction, Reservoir Dogs et évidemment Kill Bill. Pour moi, ça c'est un peu au-dessus, mais c'est totalement personnel. Ça reste quand même un très grand film auquel j'ai mis 8 sur 10 quand même sur Sens Critique. Voilà. Au casting de ce Django Unchained, on retrouve Jamie Foxx dans le rôle donc de Django, Christophe Waltz qui était déjà là dans Inglourious Basterds, Leonardo DiCaprio qui fait sa première collaboration avec Tarantino. On le retrouvera bien sûr dans Once Upon a Time in Hollywood. Il y a évidemment Samuel L. Jackson, comme pratiquement à chaque fois qu'il y a un film de Tarantino. Il y a aussi Kerry Washington, Dennis Christopher, ou encore un certain Franco Nero, qui fait une apparition sous forme de caméo, on va dire ça comme ça, mais un caméo qui justifie le titre du film, puisqu'il reprend ici son personnage de prédilection qu'il a joué dans un film des années 60 de Sergio Corbucci, Django lui-même. Un de ces films qui a grandement inspiré la carrière de Tarantino. Et ici, c'est en forme de remerciement qui le fait apparaître dans le film, même s'il ne tient pas forcément un rôle positif. C'est assez bizarre et tout, mais bon. Et bon, quelle est l'histoire de ce Django Unchained? Alors, le film commence au Texas en 1858. On suit une file d'esclaves avec parmi eux Django, qui a l'air un petit peu désabusé et sans espoir, jusqu'au moment où un dentiste fou vient le libérer, un certain Dr. Schultz, donc joué par Christophe Waltz. Et en fait, ce dentiste n'est plus vraiment dentiste, il l'a été, mais là, il est devenu chasseur de primes. Et en fait, il a besoin de Django, donc il le libère pour retrouver la trace de frère dont il est à la quête pour récupérer une prime, en fait. Voilà, tout simplement. Et on peut imaginer au début qu'il le prend sous son aile pour se servir de lui, qu'après il l'abandonnera et tout. Mais de fil en aiguille, les deux hommes vont se lier d'une amitié improbable. Et ça, c'est l'un des premiers grands points positifs du film, c'est qu'il nous présente une vraie histoire d'amitié entre deux hommes que tout oppose sur le papier. Et donc, il y a une idée de tolérance derrière, dans un monde où, évidemment, l'esclavagisme et le racisme sont vraiment mis en avant. C'est un petit peu la réalité de l'époque, malheureusement. Et donc va débuter une belle aventure entre les deux. Au début, Django va devenir le chasseur de primes associé de Schultz, qui va le former, qui va lui apprendre à lire, qui va lui apprendre à tirer et tout. Et en fait, si les deux se sont rapprochés de façon amicale, c'est que en fait Django, un beau soir, décide de s'épancher sur sa vie privée et révèle donc à son ami qu'il a été marié, qu'il a été séparé de sa femme, elle aussi esclave, et sa femme qui porte un nom à consonance allemande, ce qui touche forcément Schultz, qui est lui-même originaire donc d'Allemagne. Et donc, à partir de là, Schultz décide, une fois que les services ont été rendus et tout, il promet, on va dire, à Django qu'ils descendront ensemble, je crois que c'est à Greenville, je n'ai plus le nom en tête, oui, ça va être ça, à Greenville, dans le Mississippi ou en Caroline du Nord, enfin, quelque part par là, consulter les registres donc, des esclaves afin de savoir où et à qui a été vendue l'épouse donc de Django qui s'appelle Bromhilda von Schaft. Voilà, c'est assez improbable d'imaginer une esclave noire avec un nom allemand, mais bon, il y a une ironie de l'histoire là-dedans quelque part, surtout après Inglourious Basterds, si vous voyez ce que je veux dire. Et alors voilà, c'est là où le film prend son temps aussi, parce qu'il est long. Voilà, 2h45, je me demande si c'est pas le film le plus long de Tarantino, même si Kill Bill 1 et 2 mis bout à bout, à mon avis, écrase les 2h45, largement même. Mais je sais pas si à part Hateful Eight, je crois que c'est le plus long en termes de sortie, donc avec les 8 salopards, à vérifier donc.
Et donc, ça prend son temps, notamment le développement des deux personnages amis prend voilà, une belle envergure d'ailleurs. À un moment, il y a même une référence à une légende allemande où Brumhilda, en fait, fait référence à Brumhild, je crois, Brumhild, quelque chose comme ça, qui est en fait une princesse donc, dans une légende qui va être amenée à être sauvée par un grand prince et tout, Siegfried. Et c'est un petit peu une allégorie de ce qui va se passer dans le film. Donc moi, je trouvais ça intéressant dans le symbolisme aussi. Et quelque part, on s'attache vraiment à ces deux personnages-là, et après, une fois qu'ils retrouvent la trace de Brumhilda, on sent que ça va se décanter, et du coup, on a un peu peur pour eux. Notamment, pas que pour Django, mais aussi pour Schultz. D'ailleurs, donc, vers le milieu, fin du film, on va dire, enfin, vers le milieu du film, les deux hommes retrouvent donc la trace de celui qui a acheté Brumhild. C'est un certain, alors j'ai pas son nom sous les yeux, voilà, Calvin J. Candy, joué par Leonardo DiCaprio, et qui s'avère être une sorte de maître d'esclave assez machiavélique et on peut dire sadique, oui, qui prend un malin plaisir à voir, par exemple, les esclaves se battre entre eux sous forme de combat, une sorte de lutte sous ses yeux où ils se mettent à mort et lui il est à fond derrière. Bref, un gars sanguinaire qui a des idées très arrêtées sur les Noirs et tout, notamment sur leur potentialité intellectuelle à la servitude. Voilà, à un moment, il y a cette scène avec le crâne et tout, d'un de ses anciens domestiques et tout, c'est assez frappant. Et en plus, rajouter à cela que ce personnage déjà un peu détestable à la base, possède une sorte de domestique, chef domestique noir, joué par Samuel L. Jackson et prénommé Steven, qui est encore plus raciste que les blancs racistes autour de lui. Et c'est terrible. Il me semble qu'à l'époque, j'avais fait une petite recherche là-dessus vite fait, et que ça existait, malheureusement. Ce genre de personnage-là a plus ou moins existé dans l'histoire, et c'est quand même violent. Mais ça a le mérite de présenter les choses sous un contexte beaucoup plus profond, je trouve, puisque Tarantino n'hésite pas ici à faire d'un noir le personnage le plus détestable du film, encore plus que les blancs racistes autour. Et ça évite une sorte voilà, de manichéisme qu'on pourrait avoir assez facilement dans ce genre de film, qui est là clairement pour dénoncer le racisme et l'esclavagisme de l'époque. Voilà. Et d'ailleurs, puisque je suis sur ce plan-là, ce film porte un message très intéressant sur la tolérance, l'amitié et donc l'acceptation des autres, tout en gardant la touche tarantinesque, évidemment, avec ces dialogues un petit peu absurdes parfois, qui s'étirent en longueur, ces anecdotes un peu improbables, voilà. Et en fait, ce qui est intéressant ici, voilà, si je retrouve mes mots, ouais, tiens, ça m'arrive, ah oui, voilà, c'est que la dénonciation de ce racisme, de cet esclavagisme d'époque, donc dans un western qui se déroule au 19e siècle, a un écho sur notre époque d'aujourd'hui, et pour ce faire, Tarantino utilise une sorte d'anachronisme qui n'en est pas vraiment un, qui n'en est pas vraiment un, si je fais une bonne liaison, voilà, on y est là, par exemple utilisant une bande-son hip-hop, à certains moments où Django se lâche et tue des blancs, par exemple, pour libérer, voilà. Et sur le moment, ça paraît absurde, bon, ça colle bien à l'univers Tarantino quand même, mais ça fait écho, ces scènes-là, à ce qui se passe aujourd'hui encore en Amérique, où les Noirs, ça fait longtemps qu'il n'y a plus d'esclavage, qu'il n'y a plus de ségrégation, mais le racisme envers eux est toujours là. Et je trouve que c'est assez intelligent, parce que c'est subtil de faire en sorte que ce message de, voilà, attention, le racisme, machin, bon, le racisme c'est pas bien, évident, hein, etc. Mais de faire ici une sorte d'écho à la société d'aujourd'hui en mettant de la musique d'aujourd'hui sur un film qui se déroule il y a plus de 100 ans, moi je trouve ça assez intéressant et bien joué de la part de Tarantino. Ça va pas plus loin, mais le message est là. Voilà, c'est clair sans être forcément mis comme ça sous tes yeux en mode voilà, etc. Genre avec un flashback, un flash forward, enfin une ellipse de 150 ans après d'un gars qui parle des aventures de ses ancêtres et qui dit oui aujourd'hui rien n'a changé. Ça aurait pu être ça, ça aurait pas ça aurait été vraiment cliché et frontal. Là non, c'est subtil. Donc voilà, moi j'aime bien ce film quand même si c'est pas donc mon Tarantino préféré. Voilà, c'est quand même un très très bon Tarantino, ça c'est clair et net. J'aime l'esthétisme du film qui est en mode western mais presque qui détourne les codes du western. Bah, par exemple, ça ne parle pas d'indiens et de cow-boys, hein. Ça parle d'esclavage. Il n'y avait pas beaucoup de western à l'époque qui parlaient de l'esclavage. Voilà. Donc, forcément, c'est un western d'aujourd'hui. Donc, on va peut-être parler de thématiques qui parlent plus aujourd'hui.
un western qui se déroule pas forcément dans des grands espaces non plus. La plupart des scènes sont en huis clos quand on y pense. Et même les scènes à ciel ouvert sont dans des petits espaces. Donc ça c'est très intéressant, je trouve. Et puis en plus ça se passe, bon certes le début du film se déroule au Texas, mais ça se passe plus dans le sud, autour du Mississippi. C'est pas spécialement là que les grands westerns d'époque se déroulaient, évidemment. Donc l'esthétique évidemment, avec des couleurs très intéressantes aussi, avec le rouge du sang qui ressort encore plus que d'habitude, je trouve, notamment sur l'une des scènes finales. La mise en scène est parfaite, les dialogues, c'est du Tarantino. Alors, j'avoue que je préfère ceux de Inglourious Basterds ou de Reservoir Dogs, par exemple. Mais ça passe quand même très bien, avec beaucoup de cynisme, évidemment, de la violence raciste dans les paroles de certains personnages qui glacent le sang. Et il y a ce climax qui, en fait, je pense que le problème du film pour moi, outre sa longueur, parce qu'il y a des petits problèmes de rythme parfois, enfin, je sais pas, j'ai ressenti quelques longueurs malgré tout, même si c'est vraiment bien fait et que tout se justifie avec un beau build-up des personnages et des situations. Il y a ce final qui me pose un léger problème. En fait, Tarantino a choisi un double climax pour ce film-là. Avec un vrai premier gros climax, avec beaucoup de sang et tout, c'est assez spectaculaire et un peu gore parfois. Franchement, c'est jouissif de voir ça comme ça, parce que ça sort presque de nulle part à ce moment-là. Et après ce premier climax, il y a une chute, machin, et puis il y a un reclimax qui est hyper rapide et brutal, et pouf, ça finit comme ça. Et je vois l'idée, mais j'avoue qu'une fois le film terminé, moi personnellement, je fais partie de ces gens qui vont se dire ouais, mais en fait, ça aurait pu se terminer avec le premier climax d'une autre façon, que ça aurait pas été forcément une mauvaise chose. Mais bon, à quoi bon en fait d'aller encore plus loin? Pourquoi pas tout réunir dans le même climax final? Après tout, pourquoi pas, hein, ça surprend aussi. Mais voilà, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça qui m'a laissé un petit peu de côté. Mais franchement, sinon, tout le reste, il n'y a rien à dire, quoi. C'est une grande maîtrise. On voit vraiment qu'il a finalisé ça, qu'il a pris le temps de mettre ça en scène et de monter son projet. Puis il y a toutes ces petites anecdotes très tarantinesques, quoi. Il y a cette scène avec le crâne qui est assez glaçante. Il y a un moment d'ailleurs, le personnage de DiCaprio s'énerve et tape la main du poing sur la table. Et ça, c'est petite anecdote de tournage. DiCaprio se blesse pour de vrai dans le film et il continue à tourner. Et c'est son. Enfin, voilà, ça c'est grand acting, ça. Voilà. Et puis, il y a des petits trucs, que je parlais d'anecdotes à la Tarantino. Il y a un moment, il y a toute une scène qui paraît complètement inutile, mais qui est jouissive dans une certaine dénonciation. C'est les débuts avant l'heure du Ku Klux Klan. Le Ku Klux Klan sera formé après, hein. Mais là, on voit les bases du Ku Klux Klan avec des blancs qui veulent se venger et qui mettent un sac sur la tête. Donc, comme les cagoules du Ku Klux Klan, et ils voient rien. Et c'est énorme, parce que cette scène, elle tourne en dérision ce que sera le Ku Klux Klan plus tard. Les gars, ils voient rien, ils savent pas où ils vont, et du coup, ils se font démonter en deux-deux. Et j'ai trouvé ça énorme. Voilà, ça c'est le cinéma de Tarantino que j'aime bien, quand il glisse des petits trucs comme ça, qui paraissent complètement sortis de nulle part, mais qui ont une touche déjà presque burlesque. Mais en plus, ici, il y a un côté on tourne en ridicule l'un des groupes les plus, on va dire, décriés de l'histoire des États-Unis. Moi, je trouve ça vraiment pertinent et super intéressant. Voilà. Donc, rien de plus à dire sur les détails de ce film, parce qu'après, je serai obligé d'aller spoiler, et c'est pas ce que j'ai envie de faire. Ce qui est sûr, c'est que c'est un film haut en couleurs et riche en émotions aussi. Moi, j'ai été très touché, voilà, par cette relation d'amitié entre Schultz et Django, par cette relation d'amour ultime que Django et Hildy, que je crois qu'elle est surnommée comme ça, entretiennent. D'ailleurs, Django est capable de beaucoup de sacrifices dans le film pour arriver à libérer son épouse. Il y a un moment très fort avec un esclave qui est bouffé par les chiens. J'en dis pas plus, mais quand on voit avec la perspective, avec le regard de Django, c'est assez... c'est dur, quoi. Mais c'est un film, voilà, qui ne laisse pas indifférent, qui est à la fois dur et croustillant d'une certaine manière, et qui présente les choses sur un aspect très contextualisé et loin d'être manichéen, et moi j'aime beaucoup ça. Voilà, Tarantino a vraiment réussi quelque chose de fort ici. Je regrette presque de ne pas avoir été à fond au niveau du rythme, mais sur ce final. Mais bon, c'est personnel, ça reste quand même un très grand film, quoi qu'on en dise. Voilà, ça c'est certain. Bref, je vous dis à la prochaine. Ciao.